par l'impératrice Eugénie, donc de la descendance de Louis, une partie de la descendance de Napoléon, pour ce qui concernait directement la descendance du roi Jérôme. Il avait peur qu'après nous, l'ensemble des collections puissent être dispersées par notre propre descendance. Ces grands souvenirs appartenant à notre famille et qui viennent et qui ont été créés par le fondateur de la dynastie appartenaient à la France beaucoup plus qu'à une famille. Depuis quelques années, l'engouement des collectionneurs pour les objets napoléoniens n'a cessé de se développer. Certains, comme Pierre-Jean Chalençon, sont prêts à y consacrer de véritables fortunes. Tu me dis, tu me donnes les enchères. Là, vous avez un très joli plateau en Sèvres qui a été offert par l'impératrice Marie-Louise à la reine Hortense en 1813. 700. Ça monte, là. Ici, vous avez aussi un très joli buste en Sèvres, manufacture impériale de Sèvres. C'est un cadeau de l'empereur Napoléon à l'empereur d'Autriche. Il y en a 2 au monde. 100. 2000. Bon. Et je trouve qu'il est particulièrement séduisant et très sexy. L'Empire, c'est un peu le glamour. Mais il y a quelqu'un qui monte, c'est moi ou c'est toi? C'est... Ah, c'est... non. Là, ce soir, j'ai un dîner, j'ai préparé une table Empire avec quelques souvenirs historiques. Là, vous avez les assiettes du service de Jeanne de Beauharnais, livrées en 1813. Vous avez des verres du château de Valençay, de Talleyrand. Bon, pour un calice, hein. C'est une table impériale pour des invités républicains. Voilà. Mais vous savez, tous ces objets... pendant des années, étaient très raisonnables, on les trouvait pour des... On n'en voulait même pas. Les brocanteurs, les antiquaires les donnaient quasiment. Je veux dire, moi, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune, à Drouot, pour l'équivalent de 3000 francs, hein, c'est-à-dire 500 €, 450 €, de repartir avec plusieurs livres de la bibliothèque de Napoléon et des autographes. Ça ne valait rien. C'est très récent, cet engouement pour Napoléon. 1400, non. Non. Je vais lui laisser ça. Napoléon est un symbole d'intégrité extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on en parle suffisamment. Et je pense que Napoléon était à peine français, il parlait à peine français. Il est devenu quand même, en quelques années, le maître de la France, le maître de l'Europe. Et l'Europe, à l'époque, c'était le monde. Hein. Donc, quelle belle image. C'est pour ça, d'ailleurs, aux États-Unis, qu'on le considère comme un self-made man. C'est l'Américain avant l'Américain. C'est le modèle américain avant même avant Rockefeller, Napoléon. C'est pour ça qu'il est apprécié. Pourquoi aussi? Il est apprécié en Chine, il est apprécié au Japon, Napoléon, parce que justement, c'est ce côté lumineux, ce côté conquérant qui est fantastique. Et puis, quelle chute, hein, quel homme, combien d'hommes politiques, enfin, il y en aurait beaucoup qui devraient prendre des leçons. C'est fantastique, il s'en va comme ça, et c'est même là où il devient grand, c'est dans l'exil et dans la chute. Napoléon serait mort dans son lit aux Tuileries, à mon avis, il y aurait eu beaucoup moins de gens, et moi-même, peut-être que je n'aurais pas acquiescer autant à la personnalité de l'empereur. Mais là... Refusant de céder aux sirènes de l'époque, la famille Napoléon reste discrète jusque dans son mode de vie et dans le choix de ses résidences. Nous avons retrouvé la princesse Napoléon et le prince Jérôme, son plus jeune fils, dans le domaine qu'ils occupent, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Nous sommes dans la villa de Prangin, qui est une maison qui a été édifiée par le grand-père de mon mari dans les années 1872 et succédant à une première maison qu'il avait construite en 1849 au moment de son mariage avec la princesse Clotilde de Savoie. On peut dire qu'on est dans une maison de famille où chacun a vécu, comme l'existence, des heures de joie, des heures de tristesse, mais qui est vraiment considérée comme une maison de famille. Et mon petit-fils me disait l'autre jour, mais mamie, avec un air très sérieux, mais mamie, la maison de famille, c'est Prangin. Donc ça a perduré jusqu'à une jeune génération. Voici les débuts au cinéma des jumeaux du prince et de la princesse Louis-Napoléon. Les descendants du petit caporal n'ont pas eu de Victor Hugo pour chanter leur entrée dans le monde.
En compensation, l'abrogation de la loi d'exil leur donne l'assurance qu'ils ne finiront pas leur jour à Sainte-Hélène. Nous avons toujours été très discrets. Ça, je pense que c'était numéro 1, la politique du prince. Il s'est trouvé qu'un certain nombre de fois, il y a eu effectivement des grands reportages. Charles, vous êtes le fils aîné du prince Napoléon. Est-ce que vous appelez Napoléon vous a causé déjà des problèmes? Non, pas dans mon collège, dans le collège où je suis actuellement. Non, sûrement pas. Et lorsque vous étiez plus jeune? Si, je pense qu'à cette époque, ça a posé pour lui un problème. Rappelle-toi, l'époque à Paris où tu étais beaucoup plus jeune, et à ce moment-là, on le sentait rentrer le soir, tendu, nerveux, et il avait à cœur de faire plus de bêtises que les autres pour s'affirmer vis-à-vis d'eux. C'est plutôt sympathique. C'est une famille unie, avec des enfants adorables, parce qu'ils étaient très jolis, je peux dire, mes petits chéris. Ils étaient même très bien physiquement. Ils sont restés d'ailleurs très bien physiquement. Et puis, oui, c'est sympathique. C'est sympathique. Charles, êtes-vous impressionné par le décor qui vous entoure, tous ces aigles, tous ces Napoléons? Non, non, pas du tout. Il faut dire que nous nous sommes efforcés de leur rendre tout ce décor familier. Il fait partie de leur vie quotidienne. Et qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, Charles? La marine m'intéresserait assez. Quels sont vos modèles dans la vie? Surcouf et Jean Bart, par exemple. En attendant d'aller naviguer, les enfants, allez vite à la pêche, il fait si beau. Chez mes parents, que ce soit à Paris ou en Suisse, on vivait au milieu de souvenirs historiques exceptionnels. Et donc, on se devait d'être à la hauteur de ces souvenirs historiques. Par conséquent, l'éducation qui m'était donnée, c'était une éducation assez rigoureuse, dans laquelle je me devais de reproduire les valeurs qui m'étaient transmises par ma famille. Nous étions les 4 enfants, très proches, et nous réagissions de la même manière aux conditions de vie, aux conditions familiales qui étaient les nôtres. L'éducation qui nous était donnée était une éducation difficile à supporter. Et donc, nous vivions ensemble cette situation difficile. Contrairement à son grand-père, le premier prince Napoléon, dit plomb-plomb et qui défraya la chronique, Louis, prince Napoléon, s'est montré toute sa vie d'une discrétion exemplaire. Bien qu'élevé pour régner, il avait choisi très tôt de s'investir dans une carrière privée, ce qui ne l'empêcha nullement de servir la France. Et même au moment de la Deuxième Guerre mondiale, de braver la loi d'exil et de s'illustrer ensuite dans la Résistance. Sa devise du reste était « Je sers, mais je ne prétends pas ». C'est là sans doute la grande différence avec celui que l'on présentait dans les années 50 comme son concurrent direct, le comte de Paris, descendant des rois de France, et qui était plus impliqué, lui, dans le combat politique. Peut-on dire que l'effacement du personnage a grandement contribué à l'oubli relatif de la famille impériale dans l'esprit des Français? Hormis les commémorations nationales autour de l'empereur Napoléon Ier, il est vrai que cette famille avait choisi d'éviter les feux de l'actualité. C'est dire si dans cette famille unie mais quelque peu conventionnelle, le fils aîné Charles a fait souffler le vent de la révolte. Arrivant à Léopoldville, la princesse et le prince Napoléon sont accueillis par le vice-gouverneur général de Thibault. Les hôtes princiers du Congo belge fleurissent le monument de Léopold II. Devant l'effigie du créateur génial de l'Empire belge d'outre-mer, le descendant de l'empereur se recueille. Sur le plan historique, on retiendra du prince Louis qu'il a été le dernier prétendant, en quelque sorte, au trône impérial, puisque jusqu'en 1940, c'est ainsi que les choses étaient vues par le parti bonapartiste, probablement par le prince lui-même. C'est donc un homme qui a été élevé pour régner. C'est probablement, je dirais, le dernier de cette lignée des Bonaparte. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La seconde, c'est son engagement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme était frappé par la loi d'exil, il ne pouvait donc pas s'engager dans l'armée française, il s'est engagé dans la Légion étrangère, sous un faux nom,
faux nom un peu transparent, c'est vrai, mais sous un faux nom. Et puis ensuite, il a fait de la résistance, il a fait la guerre, et d'ailleurs, il a été à plusieurs reprises décoré à titre militaire. Ce ne sont pas des décorations d'actions longues dans les milieux associatifs, etc. Non, ce sont des décorations militaires qui montrent que finalement, pour simplifier, cet homme était plutôt un héros. Les Allemands ont essayé pendant la guerre de prendre mon nom comme drapeau, se figurant que les idées d'Hitler, qui étaient des idées racistes et d'hégémonie sur les peuples, pouvaient être comparées avec les idées napoléoniennes et européennes, ce qui était faux. Parce que nos idées sont sorties de la Révolution de 89 et étaient avant tout des idées de liberté. C'était un homme de grande stature morale et intellectuelle, et que c'était un grand Français. Ça n'est pas facile de porter le nom de Napoléon. Ça n'est pas facile, surtout pour moi, qui suis né en exil, et j'ai connu toutes ces difficultés. Avoir vécu 35 ans en dehors de son pays, ça n'est pas facile. Heureusement que mes enfants n'ont pas connu ces difficultés. Ils sont nés à Paris, à Boulogne très exactement, et aujourd'hui, ils peuvent vivre en France comme tous leurs camarades, tous leurs amis. Ma famille était très fière de penser que je devenais l'épouse du prince Napoléon. Il pensait que son nom était son nom, qu'un jour il pouvait rendre service au pays, qu'il pouvait être synonyme de désintéressement et de présence au cas où, mais sans avoir d'idée préconçue sur le comment. Et il ne croyait en tout cas pas à une restauration possible ou même imaginable en France. Et au fond, on n'a jamais parlé effectivement des activités qu'il a pu déployer sur le plan politique, parce qu'elles étaient de pur personnel, totalement désintéressées pour aider les autres. Mais il ne croyait pas qu'il fût imaginable qu'un prince Napoléon puisse officiellement jouer un rôle quelconque dans son pays à cette époque-là. Je ne refuse rien de mon temps ni du passé, j'aime la vie moderne. J'en accepte avec joie les servitudes, j'ai le goût familial de l'activité et du réalisme, aussi bien sur le plan de l'activité quotidienne que sur le plan de l'engagement politique, puisque mon nom m'a, une fois pour toutes, voué à la politique. C'était un homme ouvert, c'était un homme qui était ouvert aux idées nouvelles, et même s'il n'a pas toujours été en situation d'exister par lui-même, d'affirmer par lui-même ce qu'il était, je pense qu'en dernier ressort, il aurait approuvé, profondément approuvé, ce que je faisais. Très tôt, la personnalité un peu rebelle de Charles s'est heurtée au conservatisme de son père. Du reste, un certain esprit de rébellion a toujours soufflé dans la famille. Il y a une tradition de rébellion, disons, ou d'agitation d'idées, de temps en temps, dans une génération des Bonaparte ou des Napoléons, dont ils disent puiser leur source dans l'attitude de Lucien. Alors, Lucien est légendairement le républicain, celui qui essaie de défendre la liberté dans la famille Bonaparte. Bon, la réalité est sans doute beaucoup plus contrastée. Dans cette librairie de Fontainebleau, le prince Charles signe son dernier ouvrage, Les Bonaparte des esprits rebelles. Une galerie de portraits où brillent quelques-unes des figures les moins conventionnelles de la lignée. On trouve par exemple chez Lucien le fondateur de la Société française de géographie. Sa petite-fille est fondatrice, Marie Bonaparte, donc de l'école française de psychanalyse. Pour ce qui me concerne, je l'ai connu. Je l'ai connu enfant, car mon père donc, avait une propriété donc, dans le Midi, à côté de Pamplonne, et nous allions de temps en temps lui rendre visite. J'ai gardé d'ailleurs un souvenir tout à fait étonnant de Marie Bonaparte, qui était une femme très âgée, qui avait 80 ans et au-delà, et qui se baignait donc, sur la plage de Pamplonne, au milieu, entre deux grandes cages de perroquets. Et donc elle allait se baigner entre deux perroquets. C'était tout à fait extraordinaire. Pour une Marie Bonaparte restée dans les mémoires grâce à la psychanalyse et à Freud, combien de figures de cette famille, pourtant haute en couleur, sont aujourd'hui oubliées?
Il en est une pourtant qu'il convient ici de nommer. C'est celle de la mère du prince Louis-Napoléon, née princesse Clémentine de Belgique, l'une des filles du deuxième roi des Belges, Léopold II. Longtemps, le roi Léopold II s'est opposé farouchement au mariage de sa fille Clémentine avec un Bonaparte. Aussi, la malheureuse princesse